Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, on conclut le cours du lymphome hodgkinien. Dans cette partie, on va voir les types histologiques, critères d'évolutivité, la classification et bien sûr la conduite thérapeutique. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite chers amis à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je vous demande de votre part un maximum de j'aime et de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de j'aime, un maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, on continue dans les types histologiques. Donc, on dispose des lymphomes hodgkiniens dites classiques et des lymphomes hodgkiniens dites nodulaires. Donc, concernant les formes classiques, il existe de multiples types. Le plus fréquent, ça c'est à retenir, c'est le type 2 qui est la forme ou bien le type scléronodulaire. Il est retrouvé 70% des cas dans la forme classique, je répète. D'autres types peuvent exister. On note le type 1 qui est à prédominance lymphocytaire et il représente 5% des formes classiques. Forme scléronodulaire, c'est 70% comme on avait dit. Type 3, c'est un lymphome qui est à cellularité dite mixte. Il représente 20%. Et le type 4, c'est un lymphome qui a déplétion lymphocytaire et il représente 5% des cas. Donc je répète, premièrement dans la forme classique, ou bien un lymphome hodgkinien dans sa forme classique, 4 types. 1 à prédominance lymphocytaire, type 2 qui est le plus fréquent, le type scléronodulaire, j'espère que vous allez le noter. Type 3, c'est à cellularité mixte. Type 4, qui est à déplétion lymphocytaire. Il existe d'autres formes, donc tout ça c'est la forme classique. Là, je vous invite à prendre cette note-là. Donc, il existe d'autres formes qui est la forme hodgkinien ou bien le lymphome hodgkinien dans sa forme nodulaire. Et là, notez ça bien, on note l'existence dans l'histologie un paragranulome de Popema et Lenert. Donc, je répète, dans la forme classique, les types sont là. Dans la forme nodulaire, c'est là où on va noter le granulome de Popema Lenert. Notez-le bien, c'est fréquemment posé comme question d'examen. Donc le granulome de Popema Lenert, il est retrouvé non dans la forme classique, il est retrouvé dans le lymphome hodgkinien dans sa forme nodulaire. Donc multiples types histologiques sont retrouvés dans le lymphome hodgkinien. Notez bien le granulome de Popema Lenert dans la forme nodulaire. Passons maintenant au bilan d'extension. Donc, concernant la clinique, comme on avait vu dans la partie précédente, on note un syndrome tumoral et on peut voir un examen oral complémentaire. Donc, voir l'extension vers les cavités orales ou bien l'extension orale. On peut prescrire aussi une radiographie thoracique. C'est là où on va noter. Là, ce sont les multiples types histologiques. Tout ça, c'est du lymphome hodgkinien. Ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'augmentation de l'index médiothoracique. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Ça, c'est à retenir dans la radiographie qui est examen ou bien c'est parmi le bilan d'extension. Je répète le diagnostic de certitude comme on avait dit précédemment. C'était la biopsie couplée à l'immunohistochimie. C'est le but. C'était le principe. C'était une notion très importante à retenir d'après la première partie. Donc là, ce sont des examens d'extension. Faites attention de confondre entre bilan d'orientation, examen de certitude et dans notre cas, dans cette deuxième partie, des bilans d'extension pour rechercher la dissémination de la maladie. Donc un bilan d'extension pour rechercher la dissémination de la maladie. Donc un examen oral premièrement. Deuxièmement, la radiologie. Un radiothorax, un téléthorax afin de quoi? De calculer l'index médiothoracique qui va être augmenté. Donc, une grande largeur du médiastin par rapport à la largeur du thorax. Donc, un IMT qui va être augmenté, ça témoigne d'une masse médiastinale. Je vous invite à consulter le cours de radiologie concernant le syndrome toujours médiastinal pour mieux comprendre l'aspect paraclinique. On peut faire aussi une échographie abdominale, un
PET scan, un scanner thoraco-abdominal et l'infographie PBPDS. Le voilà, c'est du PET scan, la tomographie par émission de positrons. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Ce qu'on va noter le produit là, le 18-FGD va être s'accumuler ou bien il va s'accumuler au niveau des tissus néoplasiques et ça nous permet de les distinguer des tissus de voisinage. On peut compléter le bilan d'extension par un bilan histologique, c'est de la ponction biopsie osseuse. Et aussi, on va noter l'augmentation du taux de phosphatase alcaline qui va être supérieur à 2 fois la normale, qui va témoigner d'une atteinte osseuse, donc la lyse osseuse qui va accompagner malheureusement la dissémination de ce lymphome. Donc, je répète, les examens d'extension ou bien le bilan d'extension, la clinique par un examen ORL, un scanner radiothorax, téléthorax, calculer l'indice médiothoracique, voire même échographie abdominopelvienne, un TDM, un scanner thoraco-abdominopelvien, un TAP et la lymphographie bipédieuse. Donc tout ça, je répète, ce sont des bilans d'extension radiologique. Aussi, on note le PET scan, un examen de très haute affinité. Donc la tomographie par émission de positrons. À l'histologie, on peut compléter par une ponction biopsie osseuse. Et la biologie, on va noter quoi? Augmentation de phosphatase alcaline supérieure à 2 fois la normale. J'espère que vous allez noter ça. Donc, cette question peut être posée. Quels sont les examens ou bien les bilans d'extension devant un lymphome hodgkinien? J'espère que vous allez les noter. Là, on note des adénopathies profondes, médiastinaux, l'indice médiothoracique qui est augmenté. On peut conclure avec un bilan immunologique. Bilan immunologique, qu'est-ce qu'on va noter? Ou bien qu'est-ce qu'on va prescrire? Un test de Coombs direct pour faire le diagnostic entre d'autres pathologies ou d'autres hémolyses. Et un IDR à la tuberculine, comme je vous ai dit. La tuberculose pose un diagnostic différentiel avec un lymphome hodgkinien. Donc, ça c'est à retenir. Qu'est-ce qu'on va noter dans un IDR de la tuberculine ou bien un IDRT? On va noter une allergie tuberculinique. Donc, parmi les critères pour dire qu'il s'agit là d'un lymphome hodgkinien, un test, un IDR, un intradermoréaction à la tuberculine doit être négative. On va noter, faites attention, si on vous pose la question, dans un lymphome hodgkinien, un IDRT à la tuberculine ou bien un intradermoréaction à la tuberculine, elle est négative. On va noter une allergie. Notez bien ce terme-là, tuberculinique. J'espère que c'est clair. Passons au bilan d'évolutivité, ou bien d'évolutivité. Là, on va coter, ou bien on va savoir dans quel stade, ou bien quel est le degré d'avancement de la maladie. Donc, premièrement, si, ça c'est à retenir, s'il y a des signes généraux, donc si les signes généraux sont présents positifs, on va noter grand B. Donc ça c'est à retenir. Si les signes généraux sont négatifs, sont pas présents, ça c'est du stade grand A. Donc comme il semble, donc stade A c'est moins avancé, grand B c'est plus avancé que le précédent. Donc ça c'est concernant les volutivités cliniques. Donc si on vous dit dans votre cas clinique, un patient à un stade A, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de signes généraux, ou bien l'inverse. Un patient qui a eu des signes généraux, fièvre, amaigrissement, sueur profuse, donc un stade, vous allez le classer. Donc concernant l'évolutivité clinique, ce patient-là, ce dernier-là, il est au stade grand B. Deuxièmement, concernant le bilan d'évolutivité, mais cette fois-là biologique. Donc on va associer petit a et petit b. Donc on associe petit a s'il s'agit moins de ces signes, de ces signes-là, ou bien on associe petit b s'il s'agit plus de deux signes. Donc les signes sont un hyperleucocytose, un neutrophilie qui est supérieur à 12 000 éléments, la vitesse de sédimentation qui va être augmentée plus de 40 Svedberg dans
première heure, un taux de fibrinogène qui est supérieur à 5 grammes par litre. Donc ça, c'est à retenir. Un taux d'albuminémie qui est inférieur à 35 grammes par millilitre. Et hyper-alpha-2 globuline supérieur à 8 grammes par litre. Hyper-gamma-globulinémie supérieure à 18 grammes par litre et la diminution du taux de fer sérique. Donc si un patient dispose moins de 2 de ces signes-là, on va le classer petit a. Et s'il y a plus de 2 de ces signes-là, il est évolué, la maladie a évolué, elle est classée petit b concernant l'évolutivité biologique. Donc petit a, plutôt grand A, petit, grand A, grand B dans l'évolutivité clinique, petit a, petit b concernant l'évolutivité biologique. Donc ça concernant le bilan d'évolutivité. La classification la plus importante que j'ai sur, c'est la classification d'Ann Arbor. Donc, elle est plus utilisée que les bilans d'évolutivité, mais on sait bien que grand A, grand B, c'est concernant l'évolutivité clinique, petit a, petit b concernant l'évolutivité biologique. Passons maintenant à la fameuse, que vous êtes censé bien sûr retenir par cœur, la classification d'Ann Arbor. Donc c'est très facile à retenir et c'est primordial. Donc il existe 4 stades concernant la classification d'Ann Arbor. Donc stade 1, 2, 3 et 4. Donc on parlera d'un stade 1 s'il s'agit d'une seule aire ganglionnaire qui est atteinte. Donc ça c'est à retenir, j'espère que vous allez noter ça par cœur. Donc une seule aire ganglionnaire atteinte, on parlera de stade 1 concernant la classification de Ann Arbor. Et le voilà, le stade 1. On parlera de stade 2 s'il s'agit plus de 2 aires ganglionnaires atteintes, mais dans le même côté du diaphragme. Là, voilà, vous voyez 2 ganglions lymphatiques qui sont atteints, mais ils sont au-dessus du diaphragme. Donc là, on parlera du stade 2. Donc stade 1, le voilà, une seule atteinte. Stade 2, le voilà, 2 atteintes, mais faites attention, ils sont situés dans le même côté, soit au-dessus ou au-dessous du diaphragme. Donc là, c'est du stade 2. On parlera de stade 3 et le voilà. Donc quand vous voyez, il existe des atteintes des ganglions en haut. Là, 2 ganglions au-dessus du diaphragme et 2 ganglions au-dessous, plutôt 3 ganglions au-dessous du diaphragme. Donc des atteintes au-dessous et au-dessus du diaphragme. Là, on parlera de stade 3. Et malheureusement, le stade 4 qui est le plus évolué, c'est l'extension totale. L'existence des atteintes viscérales. On parlera d'atteintes de foie, de poumon, moelle osseuse, l'os. Là, malheureusement, la maladie elle a été disséminée. C'est du stade 4 qui est le plus avancé et le plus grave. Donc, je répète, stade 1, une seule atteinte, une seule aire ganglionnaire. Stade 2, plus de 2, bien, plus ou égal de 2 aires ganglionnaires, mais ils sont situés dans le même côté du diaphragme. Stade 3, les atteintes ganglionnaires, mais ils sont dans les deux côtés du diaphragme. Donc, on parlera de stade 3. J'insiste sur la classification d'Ann Arbor. Vous êtes censé de la connaître par cœur. Elle est fréquemment posée comme question d'examen. Et dernièrement, comme on avait dit, le stade 4, c'est l'atteinte viscérale. On note surtout les organes qui sont atteints, le foie, poumon, moelle osseuse, l'os, ce qui explique l'ostéolyse. Donc j'espère que c'est clair pour la classification d'Ann Arbor. J'insiste sur cette plaque-là. Donc là, c'est un exemple. Stade 1, une seule atteinte. Stade 2, vous voyez là, plus de 2 atteintes, mais ils sont au-dessus du diaphragme. Là, des atteintes au-dessus et au-dessous. On parlera de stade 3. Et là, malheureusement, dissémination vers multiples organes. Une atteinte multiviscérale. Donc, ça, ce qu'on est en train de dire précédemment. Donc, on récapitule grand A, absence de signes généraux. Grand B, présence de signes généraux. Petit a, c'est concernant l'évolutivité, moins de 2 signes. Petit b, plus de 2 signes d'évolutivité biologique. On parlera de
on utilisera plutôt le lettre E, grand E, lorsqu'il s'agit d'une atteinte viscérale par contiguïté. Et on utilise la lettre X s'il s'agit d'une masse tumorale qui est supérieure à 10 cm. Donc, on dit que l'atteinte, ou bien qu'il s'agit d'une forme qui est localisée, si on est devant un stade 1 ou 2 concernant la classification d'Ann Arbor. Donc, stade 1 et stade 2 selon la classification d'Ann Arbor, on dit qu'on a un lymphome dans sa forme localisée. Notez ça bien. Et on dira qu'il existe une forme diffusée s'il s'agit du stade 3 ou du stade 4 concernant la fameuse classification d'Ann Arbor que vous êtes censé à retenir par cœur. Donc j'espère que c'est clair pour la classification et les types histologiques des lymphomes. Avant de conclure cette partie et entamer les traitements, on va voir les facteurs pronostiques et bien sûr diagnostic différentiel. Donc, les facteurs pronostiques, donc, on dira que le pronostic il est favorable s'il s'agit aucun de ces facteurs-là. Et il est malheureusement défavorable si un ou plus de ces facteurs-là existent. Donc, un patient qui est atteint de lymphome, c'est à retenir si on vous pose la question quels sont les critères de mauvais pronostic d'un pronostic qui est défavorable devant un lymphome hodgkinien. C'est premièrement, ça c'est à retenir par cœur, l'âge qui est supérieur à 50 ans. Deuxièmement, plus de 4 lésions ou bien 4 atteintes ganglionnaires. Une vitesse de sédimentation qui est supérieure à 50 chez un patient qui est, je répète, qui ne dispose pas de signes généraux, c'est du stade grand A, ou bien une vitesse de sédimentation qui est supérieure à 30 chez un patient qui a eu des signes généraux. Et dernièrement, un indice médiothoracique qui est supérieur à 35%. Donc l'existence d'un ou plus de ces critères-là, c'est du mauvais pronostic. Donc là, supérieur à 50, plus de 4 atteintes ganglionnaires, vitesse de sédimentation supérieure à 50. Si un patient qui n'a pas des signes généraux et VS qui est supérieur à 30 chez un patient qui a eu ces derniers signes. Et dernièrement, un indice médio-thoracique supérieur à 35%. Gardez-les en tête. Il peut s'agir là d'une question d'examen. Donc ça, c'est le premier cas devant un lymphome qui est localisé, soit stade 1, soit stade 2. Concernant le pronostic chez les patients qui ont eu un stade diffus, bien diffusion, donc on parlera d'un stade favorable s'il s'agit moins ou égal de 2 facteurs, ces derniers-là, et un stade défavorable ou bien un pronostic défavorable s'il s'agit plus de 3 facteurs. Donc là, dans le stade diffus, un âge qui est supérieur à 50, c'est 45. Un sexe masculin, malheureusement, c'est du mauvais pronostic dans le lymphome hodgkinien. Un stade 4, les atteintes multiviscérales, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Une anémie sévère, taux d'hémoglobine inférieur à 10,50. Une hyperleucocytose qui est supérieur à 15 000. Un taux de lymphocytes bas qui est inférieur à 600 et un taux d'albumine qui est inférieur à 40. Donc, au moins de ces facteurs-là, ça c'est favorable. Au-delà de 3, malheureusement, c'est défavorable. Avant-dernier titre, le diagnostic différentiel. Donc, premier diagnostic différentiel avec un lymphome hodgkinien, c'est la tuberculose ganglionnaire. Ça, c'est à retenir. Premier diagnostic différentiel, la tuberculose ganglionnaire. Donc là, les adénopathies vont être localisées et il s'agit de signes de périadénite. On a parlé de ça dans la première partie. Donc, devant périadénite, là, il s'agit d'une tuberculose ganglionnaire. Ce n'est pas du lymphome hodgkinien. Bien sûr, la positivité d'un IDRT, donc supérieure à 7 mm. Donc, je répète, pour poser le diagnostic toujours, un lymphome hodgkinien, il s'agit d'une allergie tuberculeuse. Et bien sûr, pour la ponction ganglionnaire, on va noter le caséum, l'épithélium gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. Je vous invite à consulter le cours de la tuberculose où on avait vu tout ça avec détail. Notre diagnostic différentiel, c'est les lymphomes
et cette fois-là dans les formes malins. On va noter un aspect monomorphe. Donc, c'est pas une infiltration qui est polymorphe. Donc là, c'est une infiltration monomorphe faite seulement de lymphocytes. Je répète, on avait dit que dans la biopsie, on va noter un polymorphisme. On va noter de multiples cellules, de multiples lignées, branches. Donc, multiples leucocytes vont être présentes dans le granulome inflammatoire. Là, dans un lymphome malin, on va noter seulement les lymphocytes. Et bien sûr, les métastases, un cancer voisinage. On peut noter l'extension loco-régionale de d'autres tumeurs, donc, quelle que soit leur localisation. Donc là, c'est la ponction ganglionnaire. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter des cellules qui sont extra-hématopoïétiques. On ne va pas noter une prolifération d'origine due à une tumeur liquide. On va noter des cellules extra-hématopoïétiques, soit digestives, soit respiratoires. N'importe quel type peut-être s'agit-il. Là, nous sommes devant une métastase d'un cancer de voisinage. Le bilan pré-thérapeutique. Donc, avant d'entamer la chimio-radiothérapie qui est le traitement. Donc là, on va doser la glycémie, un bilan rénal. Donc la chimio, elle est néphrotoxique. Un bilan hépatique, toujours tout médicament, on va doser la fonction hépatique. C'est le foie qui va métaboliser toutes ces substances. Sérologie virale, on craint l'immunodépression. Un électrocardiogramme et une échographie cardiaque devant la radiothérapie. Le traitement là, donc notre but c'est d'obtenir une rémission complète, voire guérison, et limiter bien sûr au maximum les séquelles qui sont imputables au traitement. Le traitement il est posé sur la chimio-radiothérapie. Donc on dispose d'un traitement symptomatique et d'un traitement spécifique qui est la chimio-radiothérapie. Premièrement, le traitement symptomatique, on prescrit des antihémitiques. C'est le cas de Primperon. On prescrit des antirécepteurs de la sérotonine. On parlera là de Zofran. On utilise le dexaméthasone contre l'inflammation. Chez la femme, faites attention, la contraception faite chez la femme, la radiothérapie, elle est tératogène. Chez l'homme, on va disposer ou bien on va prescrire une cryoconservation du sperme. Parmi les effets secondaires malheureusement de la radiothérapie, c'est la stérilité chez l'homme. Donc faites attention toujours, contraception chez la femme, cryoconservation de sperme, c'est parmi les mesures préventives avant toute radiothérapie. Les soins dentaires bien sûr, donc on craint que ces caries dentaires vont donner, notez ça bien, c'est la nécrose de l'os maxillaire, donc à craindre, toujours faire des soins dentaires avant la radiothérapie. Et bien sûr, transfusion radiothérapie en cas de nécessité. Traitement spécifique, chimio-radiothérapie. Donc, à noter, la chimiothérapie, leur but, c'est la réduction. Ça, c'est à retenir. Elle a un effet qui est cytoréducteur. Donc, la chimiothérapie, leur but, c'est de diminuer la masse tumorale le maximum. Donc, le but, réduire. Ça, c'est la chimiothérapie. Et la radiothérapie, il y a un effet qui est curateur. Là, elle est stérilisatrice. C'est elle qui va détruire les cellules. Donc, chimiothérapie, on diminue la taille maximum de la masse tumorale pour limiter les dégâts de la radiothérapie, qui est le traitement curatif. Donc, chimiothérapie, c'est cytoréducteur. Radiothérapie, c'est curateur, stérilisatrice. Notez ça bien. On dispose de traitements spécifiques, des anti-CD30. Donc là, antibiothérapie. Là, c'est de la chimio. La radiothérapie. Et là, c'est le brentuximab. Donc, c'est un anti-CD30. Donc, on avait dit que les lymphomes hodgkiniens sont CD15 positifs, CD30 positifs. Dans certains des cas, une autographe s'il s'agit d'une maladie ou bien un malade qui est réfractaire. Donc, je répète le traitement, la chimiothérapie. Leur but, c'est la réduction. Elle est cytoréductrice. Notez ce terme-là. La radiothérapie, là, elle est stérilisatrice. C'est un effet qui est curateur. Dernièrement, il existe plusieurs protocoles. Donc, pour un stade localisé,
on va utiliser la polychimiothérapie de type dite ABVD. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va faire 3 cures de chimiothérapie pendant 28 jours. Ça, c'est à noter. Donc, J1 et J15. Faire une réévaluation de la réduction de la taille et de la masse tumorale. Donc, on peut avoir une rémission complète. Réponse partielle, c'est inférieur à 50%. Échec. Ou bien une réponse qui est acceptable. C'est la diminution de la taille et de la masse tumorale, plus de 75% des cas. Donc, je répète, pour les formes localisées, on utilise, notez ça bien, la polychimiothérapie dite de type ABVD. Qu'est-ce que ça veut dire ABVD? Ce sont des 3 cures dans 28 jours, à l'intervalle de 28 jours, J1 et J15. Toujours, on fait une réévaluation clinique et radiologique suivie par 2 cures de radiothérapie, donc de rattrapage. Donc, je répète, le stade localisé, le protocole dit de type ABVD, 3 cures de chimio pendant 28 jours, J1 et J15, suivi par 2 cures de radiothérapie. Ça, c'est pour les stades localisés. Pour les stades diffus, on va utiliser la polychimiothérapie selon le protocole BEACOP. Cette fois-là, ce sont, notez ça bien, c'est pas 3 cures de chimio pendant 28 jours. Là, c'est 4 cures de chimiothérapie pendant 21 jours. Toujours, on fait la réévaluation clinique et biologique. Et on va rajouter jusqu'au 2, oui, à 4 cures de chimiothérapie. Toujours, dans les formes diffuses, là, on va nécessiter une polychimiothérapie qui est augmentée, bien puissante. Donc, 4 cures pendant 21 jours. Si ça ne marche pas, on va rajouter de 2 jusqu'à 4 cures en cas d'échec, selon la tolérance du patient. Elle est suivie, bien sûr, par la radiothérapie qui est le traitement de rattrapage. Donc, je répète, protocole ABVD, 3 cures pendant 28 jours. Protocole BEACOP, il est réservé au stade diffus. Ce sont des 4 cures qui sont administrées pendant 21 jours. J'espère que vous allez faire la différence entre les deux protocoles. Il existe des complications qui sont liées au traitement. Donc, immédiate, on parlera là des effets secondaires de chimio-radio. C'est l'alopécie, nausées, vomissements. Donc, aplasie médulaire, post-chimiothérapie. C'est pour cela qu'on a insisté sur l'autographe chez les patients qui sont réfractaires. Des signes ou bien des effets secondaires tardifs. On peut noter une néoplasie secondaire, donc des lymphomes malins, des leucémies aiguës, des tumeurs solides. La radiothérapie, malheureusement, elle est oncogène. Et bien sûr, la radiothérapie va induire une insuffisance cardiaque, c'est la destruction des myocytes, un infarctus du myocarde, voire fibrose pulmonaire. Donc tout ça, malheureusement, ce sont des effets secondaires liés à la chimiothérapie, ou bien chimio-radiothérapie. Dernièrement, le pronostic, comme je vous ai dit, c'est concernant le stade clinique, la taille des adénopathies, les signes d'évolutivité, tout ça va guider ou bien va contrôler le pronostic de lymphome hodgkinien. Donc la réponse au traitement aussi et l'assiduité de ce dernier. Mais heureusement, actuellement, les conditions de diagnostic qui sont précoces, les bilans d'extension qui sont précis, c'est tout ce qu'on a vidé dans ces deux parties, les stratégies thérapeutiques qui sont adaptées selon les deux protocoles, soit localisées, soit diffus, le lymphome d'Hodgkin, heureusement, peut guérir dans une grande majorité des cas. Donc heureusement, si, je répète, les conditions de diagnostic précoce, les bilans d'extension qui sont précis, stratégies thérapeutiques adaptées. Donc tout ça, ce sont des critères vers une évolution qui est heureusement favorable avec guérison de lymphome hodgkinien. Donc ça, c'est tout pour le lymphome hodgkinien. Merci pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. Toujours, je vous souhaite le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.